la société produit des intellectuels collectifs. Oui, absolument. Vous pouvez le définir un petit peu plus, parce que j'ai du mal. Alors l'intellectuel collectif, Bourdieu en parle dans plusieurs ouvrages, et il part de l'intellectuel, si mes souvenirs sont bons, spécifique chez Foucault. Foucault décrit un certain courant du monde intellectuel comme se spécialisant de plus en plus sur des domaines très précis. Mais il parle essentiellement des sciences sociales, hein, des sciences socio-historiques même, plutôt. Et l'intérêt spécifique, eh ben, c'est vraiment une spécificité sur un point donné. Et l'idée de Bourdieu, rebondissant là-dessus, c'est qu'en faisant des collectifs d'intellectuels, donc une multiplicité de spécificités ajoutées les unes aux autres, eh bien on aurait la capacité vraiment, dans ces intellectuels collectifs, en fait, c'est des collectifs, d'analyser les situations véritablement en profondeur. Voilà, c'est ça l'idée. Hein, c'est ça l'idée. Mais pour y arriver, c'est pas si difficile que ça. Alors après, je viendrai à deux, trois exemples. Hein. C'est pas si difficile que ça. On peut le faire assez facilement, sans attendre d'avoir fait 8 ans d'études et de soutenir une thèse. Tout ça, c'est pas vrai. Dans les expériences que je vais dire, vous allez voir, il y a des exemples où on a mis des étudiants sans aucun prérequis, parfois sans le baccalauréat, directement à faire des recherches. Alors, il faut une méthodologie pour ça, pédagogique. Hein. Il faut inventer quelque chose. Et ça marche. Et ça marche. Hein. Alors, pourquoi ça marcherait simplement dans un endroit et pas dans d'autres? Il n'y a pas de raison. Hein, il n'y a pas de raison. Alors, pour montrer que c'est un peu possible, ça, c'est démocratisation à la fois de la recherche, mais en même temps, l'acte dans une recherche démocratique, qu'il deviendrait vraiment. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, ça a commencé institutionnellement d'une façon un peu bizarre. Je me suis retrouvé à côté du bureau du ministre, à l'époque de Jack Lang, je ne sais plus pourquoi, très bien. Je ne sais plus. J'étais maître de conf, à l'époque, jeune maître de conf, et je me suis retrouvé face à la directrice de l'enseignement supérieur. Et il y avait plusieurs universitaires qui étaient là, et elle les houspillait en leur disant « Ah oui, c'était à l'époque où il y avait des aides-éducateurs. » Donc on doit être dans les années 99, 2000, quelque chose comme ça. Et elle les houspillait en leur disant « Mais faites quelque chose pour vos aides-éducateurs, il faut qu'ils soient diplômés, qu'ils aient au moins un bac plus 2. Donc bougez-vous, faites quelque chose. » Et elle était assez virulente, quoi. Puis elle m'énervait, je ne savais pas très bien qui c'était cette femme-là en plus, pas calée sur les organigrammes. Et je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour eux, pour vos aides-éducateurs? Moi je veux bien, mais je ne vois pas comment, dans la mesure où en sciences de l'éducation, on n'a pas de DOG. À l'époque, on était encore dans le DOG. Comment voulez-vous que je leur donne un bac plus 2 alors qu'on n'a pas de DOG? Et là, très en colère, elle me répond, créez un diplôme et je vous le donne. Et je dis, faites attention, je vais le faire. Elle dit oui, faites-le, et vite, mais très, très remonté, quoi. Bon, je rentre à l'UFR, et du coup, avec la directrice de l'UFR de l'époque, on crée un diplôme. On crée un diplôme, toute pièce, qui n'avait jamais existé en sciences de l'éducation, pour ces personnes, futurs aides-éducateurs, qui n'avaient aucun diplôme universitaire. Aucun. Et du coup, moi, le grand naïf, je ne savais même pas comment créer un diplôme. J'étais tout neuf. Moi, je descendais de ma locomotive. Je ne savais pas du tout. Et ça a passé, quoi. On a envoyé la maquette du diplôme, comme on dit, et ça a passé. Et on a fait venir plein d'étudiants qui ne seraient jamais venus à l'université sans ça. Et c'est étonnant. Ça fait partie des l'institution, parfois, ménage des surprises, quoi. Alors, c'est un diplôme qui a vécu jusqu'au moment où on a supprimé les aides-éducateurs de filière. C'est comme ça. Mais ce n'est pas nous qui l'avons supprimé, c'est le ministère d'après, etc. Alors c'est une première expérience qui montre que déjà à l'université, institutionnellement, jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire jusque dans le bureau mitoyen de celui du ministre, il y a des choses à faire, quoi. D'ailleurs, c'est la même histoire pour Paris 8. Paris 8 a été créé comme ça, à la suite de mai 68, hein, grâce à, entre autres, à Edgar Faure, un ministre centriste, etc., qui avait l'habitude de dire le centre c'est où? Au bout du couloir à droite. Et à la fin des événements de mai 68, il y a les étudiants en ébullition tels qu'on les a connus, des velléités de créer de nouvelles universités,
Et Carrefour leur a dit, bah, écoutez, il les a reçus, enfin, les délégations, il les a reçus. Il leur a dit, bah, écoutez, je vous mets sur la table tel moyen, tel moyen, tel moyen. Créez votre université, mais faites vite. C'est-à-dire, grosso modo, il y avait 6 mois pour la créer. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Vincennes. Vincennes Paris 8, qui aujourd'hui est à Saint-Denis, celle dont je parle. Donc, vous voyez, institutionnellement, il y a toujours des failles. Il y a toujours des moments, même avec des personnalités plutôt à droite qu'à gauche, hein, il y a quand même des possibilités d'exploiter les anfractuosités du mur. Hein, il y a toujours pour faire des choses. Hein. Les interstices. Oui, les interstices. Des vrais. Oui, voilà, il y a des moments particuliers comme ça. On ne maîtrise pas tout. Hein. C'est gros. On maîtrise. C'est presque des trucs. Il faut se faufiler dans les petits espaces quand ils sont là. Et moi, involontairement, c'est ce que j'ai fait avec ces aides-éducateurs. Deuxième chose, alors là, cette fois plus volontaire, avec un collègue que tu connais, avec Jean-Louis Legrand, qui m'a proposé un jour de dire, bah, écoute, ça ne va pas du tout avec les étudiants qui nous arrivent par équivalence, sans le bac. Il y a un problème de suivi des études, ils se font planter régulièrement en première année. Faisons quelque chose sur le plan pédagogique pour eux. Je dis, oui, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'est retrouvés plusieurs fois, on a fait des réunions, on a essayé de recruter 2-3 personnes que ça intéressait, collègues, et on a monté ce qu'on appelle un cours d'accueil. C'est basique, hein. Comment n'y a-t-on pas pensé? Et même aujourd'hui à l'université, comment n'y pense-t-on pas? Un cours d'accueil qui avait lieu, je ne sais plus, 8-10 jours avant la rentrée, où on accueillait les étudiants sur équivalence dont la commission pédagogique avait estimé que leur niveau était plutôt flanchant. Hein. On les recevait et on les briefait sur l'université, à la fois du côté des enseignements qu'ils allaient recevoir, effectivement, le côté bancaire. Je ne sais pas, en sciences de l'éducation, qu'est-ce que racontait Durkheim sur l'éducation, qu'est-ce que racontait Freud sur l'éducation, etc. Les grandes allées, hein, comme ça. Et en plus, oui, les grands pédagogues, bien entendu, les Freinet, Denis, Montessori, tout ça. On les briefait bien là-dessus. On les faisait écrire, beaucoup écrire. On les faisait parler, beaucoup parler, parce qu'un étudiant, il faut que ça parle aussi à un moment donné. Si un étudiant ne fait que gratter, ça ne va pas. On les faisait travailler en groupe, selon des méthodes relevant de l'éducation populaire, d'ailleurs, ou de la formation des adultes. Il y a des concomitances très grandes. Et au bout de 8 jours, eh bien, tout le monde obtenait le cours, sans notes. On ne donnait pas de notes. Et ensuite, ils continuaient leur vie, et ça marchait très bien. Et il y en a énormément qui ont été ensuite en maîtrise, en DEA, qui ont continué leur chemin. Mais il n'y aurait pas eu cet un élément complémentaire d'accueil. Certainement, ça n'aurait pas fonctionné pour eux. Hein. Ça n'aurait pas fonctionné pour eux. Et alors aujourd'hui, ça n'existe toujours pas, ça, dans les universités. C'est incroyable. Il y a juste certaines universités, de plus en plus, qui font une journée de rentrée. Alors on accueille des étudiants en amphi, on leur explique le bâtiment A c'est là, le bâtiment C c'est là, les administratifs passent avec tout ce qu'ils peuvent faire de mieux, hein, c'est pas facile pour eux, expliquant voilà, ça se passe comme ça pour les notations. Mais vous voyez, c'est pas une familiarisation, c'est pas avec l'habitus universitaire. C'est même pire. Oui. Moi, je me souviendrai toujours, mais enfin, c'est un classique, hein, c'est première journée à l'université, il y a très longtemps, mais d'après les témoignages que j'ai, pardon, excuse-moi. Moi je me souviens, hein, c'était pas qu'une boutade, c'était donc on a le programme de l'année, et puis sachez une chose, regardez bien votre voisin, bientôt vous ne le verrez plus. Donc c'était pour mettre l'ambiance. Donc il faut savoir, parce que là tu es presque gentil, c'est même pire que ça, c'est carrément, en fait, parmi vous, on sait que vous allez passer à la moulinette, il y a beaucoup de monde qui vont passer à la moulinette et c'est très bien comme ça. Donc il faut y aller, allez-y à la compétition entre vous, parce que sinon vous n'avez aucune chance.
C'est le discours quand même plutôt, et j'ai l'impression qu'il est tout, enfin je sais plus trop maintenant, mais qui est toujours dominant parce que j'ai des témoignages de jeunes qui disent la même chose. Ceux qui arrêtent. Ça existe toujours, et c'est là qu'il faut bien faire. Souvent on nous parle de démocratisation de l'université, mais démocratisation dans le langage médiatique, ça veut dire massification. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir si effectivement, au début du siècle, il y avait 5000 étudiants en France. Il y en avait 5000. C'est pas beaucoup, ils étaient presque tous à la Sorbonne ou à Bordeaux. Maintenant, il y en a, tout filière confondue, 2,3 millions ou 2,5 millions. Effectivement. Début du 20e. Au début du 20e, oui, j'ai pas dit ça. Début du siècle. Ah, enfin, excusez-moi. C'est ça, tu confonds les siècles. Et donc, il y a eu une véritable massification, mais la démocratisation, au sens où, eh bien, on va faire progresser tout le monde ensemble, hein, toute classe sociale confondue, en quelque sorte, hein, tout habitus confondu, on va faire progresser tout le monde en même temps, ben ça, ce n'est pas advenu. Et la machine continue de tourner en broyant tout ce qu'elle peut broyer autour d'elle. Pardon, oui. C'est comme ça que vous expliquez qu'il n'y ait qu'un fils d'ouvrier sur 20 universitaires qui arrive au bout de son cursus. Parce que c'est vrai que vous ne l'avez pas expliqué tout à l'heure pourquoi, puisque l'université est ouverte à tous, pourquoi finalement est-ce qu'il y a qu'un seul fils d'ouvrier sur 20 universitaires qui arrive au bout de ce qu'il voulait réaliser, en tout cas quand il est arrivé à l'université. Oui. Moi je pense qu'il y a de ça, effectivement, mais c'est comme un peu dans le scolaire. Hein. Dans le scolaire, on sait, Dixit Mérieux l'autre puis ses bouquins, que les fils de profs, les fils de profs réussissent bien mieux, en termes d'enseignement, hein, réussissent bien mieux en termes d'enseignement et de décrochage de diplôme que le fils du technicien de surface. Vous voyez qu'il maîtrise mal le français. Et vous trouvez ça normal que la faculté, ça soit un océan complet? Enfin, j'ai fait partie d'une année de fac en première année, j'ai échoué au bout de la première année, on a vu combien? 12% de réussite sur la filière que nous on avait. Vous trouvez ça normal? Il y avait aucun suivi, on avait les profs une fois tous les 6 mois, ils nous disaient bah, regardez, vous avez une feuille à remplir et puis on peut la terminer. Ouais, mais je suis convaincu que c'est une catastrophe. Hein. Je ne plaide pas pour ça. Hein. C'est une catastrophe. Mais ce que je veux dire, le fond du message, avant d'arriver à d'autres expérimentations, c'est que vraiment, à ce point de vue-là, sur le plan démocratique, vraiment, l'éducation populaire doit jouer un rôle pour l'université. Parce que si on attend que l'université change d'elle-même, ou qu'on lui octroie les moyens pour qu'elle change, ce qui est souhaitable, ce qu'il faudrait. J'ai l'impression qu'on peut attendre encore quelques années. Hein. Donc, mon questionnement, c'est pourquoi l'éducation populaire ne va pas au devant de ça? Elle a une carte fantastique à jouer, comme elle l'a fait avec les autres crans scolaires en amont. Hein. C'est ça l'idée. Et ça, mais c'est un véritable scandale. Et puis c'est un massacre humain. Mais c'est un massacre humain. Alors, cela dit, il faut quand même aussi toujours comme... sociologiquement, c'est vrai. Mais existentiellement, par contre, j'ai connu des gens qui avaient été très heureux d'arrêter l'université et de ne plus jamais y remettre les pieds. Et qui ont vécu une vie formidable à côté en devenant jardinier. Et les concepts, tout ça, non, c'était pas... Voilà, ils ont vécu une vie tout à fait heureuse et pas de problème. Hein. Mais sur le plan politique et démocratique, il y a quand même un problème. Hein, il y a quand même un problème. S'ils ont essayé l'université et qu'ils ont échoué, c'est quand même une déperdition d'énergie pour beaucoup de monde. Hein. Ah oui, non, ça j'en suis persuadé. Hein, j'en suis persuadé. Moi je dis ça parce que j'ai toujours l'impression que dans les formations, ça nous revient un peu à la question qui a été posée tout à l'heure. Il faut toujours avoir à l'idée la politique, non pas le politique, mais la politique, avec ses aspects sociaux, avec ses aspects, citoyens, etc. Mais aussi penser l'individu, le travail d'individuation de la personne. Vous voyez, c'est ce qu'on essayait de faire d'ailleurs à l'université, de tenir là aussi les deux bouts de la chaîne en même temps. Hein. À quoi ça sert de faire un docteur, un chercheur crétin? Des chercheurs crétins, ça existe.
C'est-à-dire les personnes qui vont vous vendre des sottises politiques. Hein. Pas oublier, alors c'est toujours l'exemple que l'on cite, Nérieux, je crois, l'avait cité il y a longtemps, mais vous avez certains nazis, des dignitaires nazis, qui savaient citer Heidegger dans le texte. Ou Hegel dans le texte. Pour Heidegger, c'est normal, c'est des copains. Mais Hegel dans le texte. Très bon niveau d'enseignement. La bibliothèque, il la connaissait. Mais en même temps, sur le plan de leur vécu, sur le plan existentiel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait quand même de gros défauts. Et c'est vraiment là qu'il faudrait tenir les deux bouts de la chaîne aussi à l'université. Et ça existe encore, enfin ces scientifiques qui se vendent pour valider ce que veulent les laboratoires, des choses comme ça. Ah, bien sûr, bien entendu. Hein. Bien entendu. Hein. C'est pas parce que vous avez un doctorat, que vous avez fait 10 ans de recherche, que vous êtes devenu un individu intéressant. Il y a cette notion, enfin, que je n'entends jamais citer, qu'on peut être intelligent et con à la fois. On a une paire de présidents de la République récents qui illustrait très bien le principe. L'intelligence et le bon sens, c'est deux choses différentes. On peut être intelligent et con. Parce que c'est l'intelligence, hein, Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Ça dépend du contenu que l'on donne au terme intelligence. Hein. Mais moi, j'ai toujours du mal, personnellement, à séparer l'intelligence de l'intelligence du cœur, de l'intelligence humaine. Vous voyez, je pense qu'un individu qui a une seule intelligence logico-mathématique, hein, pour faire vite, et qui est totalement dépourvu de l'intelligence sensible, hein, on va dire, j'ai du mal à considérer que ça puisse exister. Et pourtant, la réalité me montre que ça existe. Hein, me montre que ça existe. Mais l'intelligence, moi, quand j'en parle, j'essaie plutôt de la rabattre du côté de l'intelligence sensible. Hein, toujours. Mais c'est une intelligence sensible qui n'est pas dénuée de lucidité, hein, qui n'est pas dénuée de rationalité. Hein. Et l'intelligence sensible, c'est aussi l'imaginaire, hein, que j'ai dit tout à l'heure, celui qui permet vraiment d'élaborer des choses. Je me permets juste de continuer sur une petite expérimentation. Alors une autre que l'on a fait après, qui n'avait rien à voir avec les deux premières, c'est de l'enseignement en ligne, de l'enseignement à distance. Alors ça, c'est quelque chose qui m'étonne encore aujourd'hui, je dois dire. L'enseignement à distance, ça remonte aux années 1830, pas sur Internet, mais les premières expériences d'enseignement universitaire remontent à 1830, hein, par correspondance. Donc, non, pas universitaire, scolaire. Et dans les universités, il y a longtemps qu'il existe des enseignements à distance, mais par correspondance, donc, hein, et puis il y a des instituts spécialisés pour ça en France. Mais en 1998-99, avec un collègue, on a l'idée, nous, de se lancer dans de l'enseignement en ligne, alors qu'on est habitué à travailler avec des groupes, un peu sur le mode de la formation des adultes, de l'éducation populaire, avec nos étudiants. Là, on se dit, on va essayer de transposer ça, puisqu'Internet, on commençait à en parler beaucoup dans ces années-là, on va essayer de transposer ça, mais dans un enseignement en ligne, en sciences de l'éducation, en licence, avec comme objectif de créer une licence en ligne. Alors, là aussi, il y a une œuvre, c'est un grand mot, un travail démocratique. On peut dire pourquoi c'est intéressant la ligne, pas telle qu'elle est devenue souvent, mais telle qu'elle peut être conçue. C'est parce que vous avez dans ce public, des personnes qui normalement ne viendraient pas à l'université. Alors, c'est qui? C'est par exemple les personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas quitter leur lit d'hôpital, ou qui sont en hospitalisation à domicile, ou je ne sais quoi. Elles ne peuvent pas venir. Ce sont les personnes qui sont en prison éventuellement. Ce sont les personnes qui sont trop loin, qui habitent trop loin. Hein, souvent même faire Charleville-Mézières Paris 8, c'est pas toujours facile, hein, quand vous avez 2 ou 3 cours à suivre dans vous habitez, je sais pas, le Sénégal, c'est pas simple non plus. Il y a des personnes qui ne peuvent pas pour leurs horaires de travail. Moi j'en sais quelque chose, c'était pas simple en tant que conducteur de train. À l'époque, j'aurais bien été content qu'il y ait de l'enseignement en ligne. Il y a les personnes dont la vie, je sais pas, les familles monoparentales, choses comme ça, faut garder le gamin, ça coûte trop cher de le faire garder, il faut le faire soi-même et on ne peut pas aller au cours. Et puis, alors, des catégories qu'on a découvertes, dont on aurait pu soupçonner qu'elles existent, c'est les phobiques de l'université. Il y a des gens qui ne supportent, qui ont envie d'apprendre des choses, donc, de se faire une formation universitaire, mais qui ne supportent pas de venir à l'université, pour des raisons extrêmement diverses.
dont leur ancienne phobie scolaire, par exemple, parce que le prof qui est là, voilà, ça leur rappelle l'instituteur. Ouais. Et donc, pour eux, y retourner, c'est pas possible. Hein. Et puis, ceux, éventuellement, qui ont échoué la première année, et qui, 10 ans plus tard, se disent, j'y retournerai bien, mais si c'est pour revivre ça, pas question. Donc là, on a accueilli plein de personnes comme ça, dans ce dispositif en ligne, qui jamais ne seraient venues à l'université autrement. Et on avait construit sur le plan pédagogique, pour que cette démocratie-là dont je parle, elle arrive aussi dans la ligne,